Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Data Buzzword. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Charles Cohen, qui est le fondateur d'une startup qui s'appelle Bodyguard.ai et qui s'occupe du cyberharcèlement. On va parler un petit peu de machine learning, de deep learning, de traitement du langage et de cyberharcèlement. On y va, c'est parti. Salut Charles, comment ça va? Salut Jean-Louis, ça va et toi? Bah ça va super, comme d'habitude. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en 2 minutes? Alors je m'appelle Charles Cohen, j'ai 23 ans et je suis le créateur de l'application Bodyguard. Pour parler un petit peu de mon parcours, je suis un développeur autodidacte. J'ai commencé la programmation à l'âge de 10 ans. J'ai eu mon bac et ensuite j'ai pas vraiment fait d'études et je me suis lancé dans divers projets dont Bodyguard. Tu peux nous présenter un petit peu déjà ce que c'est que du cyberharcèlement parce que moi je suis pas un grand spécialiste, mais si tu peux en parler un petit peu, j'entends parler beaucoup dans les médias. Qu'est-ce que c'est exactement le cyberharcèlement? Alors, le cyberharcèlement, chacun, on va dire, a sa propre définition. Moi, je dirais que c'est quand plusieurs personnes insultent une même personne, ou alors la même personne qui insulte ou qui harcèle à répétition une autre même personne. Le tout sur Internet. Le problème, c'est que généralement, le cyberharcèlement soit vient d'un harcèlement physique dans la vraie vie, ou se transforme en harcèlement physique. Donc, c'est jamais bon. C'est jamais très bon. Est-ce que tu as des chiffres un petit peu pour voir l'étendue du truc? Parce que Internet c'est quand même assez gros. Ah oui, tout à fait. Alors, en Europe, c'est le cyberharcèlement, c'est 60 suicides par an. 42% des enfants ont déjà été cyberharcelés en France et 60% des enfants cyberharcelés ont déjà eu des idées suicidaires. Donc c'est quelque chose de très grave qui fait également des dégâts, on va dire, invisibles, comme une perte de confiance en soi, et ça peut durer 30 ans. On peut également entrer en dépression, et tout ça, ce sont des dégâts invisibles qui coûtent très cher humainement, et il faut, je pense, faire quelque chose à l'heure, à l'époque où les enfants sont connectés de plus en plus tôt, et ont accès à Internet de plus en plus tôt, et peuvent échanger de plus en plus tôt. Ben, on voit de toute façon globalement qu'il y a une sensibilisation de la population avec les phénomènes MeToo, enfin balance ton porc, enfin des La Ligue du LOL, la Ligue tout du ça, LOL et ouais. tout ça, on voit que c'est vraiment des sujets d'actualité. Mais concrètement, toi, tu as décidé de mener ce combat-là. Enfin, comment Bodyguard est né et qu'est-ce que fait Bodyguard en fait? Alors, l'idée de bodyguard, tu dois te poser une question, tu dois te demander si j'ai déjà été cyberharcelé ou si c'est suite à ça. Alors, j'ai pas, même si ça aurait été une très belle histoire, je vous l'accorde, j'ai pas été cyberharcelé quand j'étais petit. En revanche, j'ai été victime d'une chose, c'est, on va dire, un petit peu j'ai été victime d'autocensure, dans le sens où j'ai toujours eu peur de m'exprimer et de m'exposer publiquement sur Internet, de peur de me faire moquer, insulter ou cyberharceler. Et ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes enfants et même d'adultes, on le voit tous les jours. Donc l'idée de Bodyguard, elle vient de là, elle vient aussi du fait que je suis né avec les réseaux sociaux, donc j'ai vu tout le mal que ça faisait, et voilà, c'est un petit mix de tout ça, et en plus, à côté de ça, j'ai toujours rêvé de créer une technologie, en fait. J'ai toujours rêvé de créer une propre technologie qui allait être socialement utile pour tout le monde. Et t'as pas eu dans ton entourage des gens cyberharcelés, je sais pas, je sais pas, des copains, des copines qui étaient soit victimes de cyberharcèlement, soit qui voyaient le cyberharcèlement sur Internet et qui disaient faut faire quelque chose. Enfin, c'est pas comment l'idée elle est arrivée dans ta tête. J'ai vu par contre du harcèlement scolaire qui s'est transformé en cyberharcèlement durant mon collège, notamment sur Facebook. Et, euh, et en fait, l'idée n'a pas germé là, parce qu'elle n'a pas germé quand j'avais 13 ans, elle a germé à 21 ans, quand je me suis rendu compte de la montée du racisme, la montée de tout ce climat délétère qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Et je m'étais pas trompé, parce qu'on le voit actuellement sur Twitter, la plupart des gens qui font soi-disant un break Twitter ne reviennent pas sur ce genre de plateforme, parce qu'il y a un climat délétère qui est en train de s'installer en France, et je pense qu'il faut faire quelque On chose. l'a vu aussi beaucoup avec le journalisme au moment des derniers événements, peu importe la position qu'on a par rapport aux gilets jaunes, positive ou négative, c'est pas trop ça le sujet de l'entretien, mais moi j'ai été assez impressionné, pas forcément positivement, de l'engouement que ça avait et surtout des, de la polarité en fait, des arguments qui étaient sous les posts Twitter de journalistes qui sont en général quand même là pour faire leur travail.
Encore une fois, que ce soit positif ou négatif, c'est pas trop ça la question. On sentait une grosse polarité dans la population et je pense que les journalistes étaient aussi en difficulté sur ces Mais sujets-là. t'as tout à fait raison, et moi je suis arrivé à un constat que j'ai depuis un an maintenant, c'est que la haine entraîne une restriction de la liberté d'expression. Et on le voit avec les journalistes, comme tu le dis, c'est que maintenant, ils n'osent plus s'exprimer, ils ne s'expriment plus publiquement sur Internet, ou même parfois, carrément, ils quittent la plateforme. Je veux dire, de peur de se faire insulter, parce qu'ils se sont déjà fait insulter, ils pratiquent pratiquement tous l'autocensure. Ce n'est pas normal en France, hein, ce n'est pas normal en France en 2019. Et pour revenir à... Enfin, c'est intéressant, mais on reparlera de ces débats-là, je pense, par la suite. Mais pour revenir de façon plus tech, si on revient un peu plus dans le tech, on comprend qu'il y a un contexte à prendre en compte et tout ça. Ça, on sait que c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais déjà, commençons par la techno. Concrètement, l'implémentation de la techno donc, contre le cyberharcèlement, ça c'est ta techno. Qu'est-ce que... Bah, Ouais, si tu veux, je parle rapidement un petit peu de ouais, l'application. Au moins, ouais. on comprend à peu près qu'est-ce qu'est Bodyguard. Donc Bodyguard, c'est une application Android et iPhone qui est gratuite, qui est disponible gratuitement, qui a pour but de protéger les gens du cyberharcèlement sur YouTube, Twitter, Twitch et Mixer. Euh, donc c'est tout simple, on se connecte avec ses comptes, avec ses réseaux sociaux, et là nos serveurs vont directement récupérer toutes les dernières interactions sociales, tous les derniers commentaires. Elle va les analyser avec notre technologie qui va prendre une décision en fonction de la nature du commentaire. Si le commentaire est haineux, elle va supprimer le commentaire et bloquer l'auteur, et s'il n'est pas haineux, elle va bien sûr le laisser. Dans le cadre de Twitch, Bodyguard rejoint en tant que modérateur le chat, le stream, et il agit en tant que modérateur et il filtre tous les contenus haineux du chat en direct. Et la techno derrière, c'est quoi exactement? Alors la techno derrière, c'est un mix de, on va dire, on a tendance à appeler ça plusieurs couches d'intelligence artificielle. Moi j'appelle ça, pour que ce soit un peu plus compréhensible de tout le monde, j'ai tendance à dire que c'est une technologie qui a plusieurs niveaux d'analyse. Euh, Globalement, on a un moteur de règles qui, lui, va être chargé d'analyser les contextes de la phrase. On a du Natural Language Processing. On a du Meta-Learning qui analyse la relation entre deux personnes. Et on a également de l'analyse de sentiments. C'est une combinaison de ces quatre couches d'intelligence artificielle qui nous permettent de proposer une technologie, parce qu'on va parler un peu de chiffres, qui détecte 90% des contenus haineux et fait 2% d'erreurs. Ok, c'est assez impressionnant. Tu utilises aussi des réseaux de neurones pour le traitement du langage, genre, je sais pas moi, des fast text ou Word2Vec ou des choses comme ça? Ah bah tout à fait, t'es tombé sur, La bonne librairie. ouais, t'es tombé sur la bonne, sur les deux bonnes solutions. Ouais, on utilise justement un mix de Word2Vec et de FastText pour ce qui est du Natural Language Processing. Et donc tout ça a été appris avec un corpus de 3 millions de contenus et de 3 millions de commentaires, à peu près 600 000 contenus haineux et 2,4 millions neutres. Et c'est d'ailleurs une couche d'intelligence artificielle qui nous donne des résultats assez spectaculaires, mais je ne veux pas tomber dans le côté buzzword justement de l'IA. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. En effet, ce modèle de deep learning permet de détecter 90% des contenus haineux. En revanche, il y a un problème sur ce genre de technologie, notamment quand on est dans l'analyse de texte sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle fait également 30 à 35% d'erreurs. Et ça, c'est dû au contexte en fait dont tu parlais avant. C'est pour ça que tu compenses avec les couches, enfin avec des couches, avec on va dire des niveaux d'analyse supplémentaires, comme tu dis. Tout à fait. En fait, on se rend compte que c'est un peu le problème qu'ont les GAFA actuellement, c'est que cette technologie, c'est super pour si on veut traiter 15 langues en même temps. Le problème, c'est que si on veut détecter beaucoup de choses, ça va faire également beaucoup de faux positifs, beaucoup d'erreurs. Donc, ce que font les GAFA, finalement, c'est qu'ils réduisent le niveau d'analyse à, on va dire, 20-30% de contenu haineux détecté pour faire très peu d'erreurs. Et c'est dû justement à l'absence d'analyse de contexte. On va dire tout simplement avec ce genre de machine learning. Si on va dire n'écoute pas les connards qui disent que t'es moche, là l'intelligence va dire ce contenu est forcément haineux parce qu'il y aura des mots très violents. Là où par exemple notre botteur de règles lui comprend que c'est pas du tout haineux et c'est même gentil. Euh, et oui, en fait, pour répondre à ta question, on compense justement ce fort taux d'erreur par une combinaison de plusieurs niveaux d'analyse qui sont envoyés dans des modèles de prédiction et qui nous permettent de réduire le taux d'erreur à 2%.
Donc c'est pas aussi simple que le ham spam qu'on peut voir sur internet pour démarrer. Ah ouais non mais et ça les GAFA et ça d'ailleurs ça correspond tout à fait à la déclaration du CEO de Twitter qui disait que la lutte contre le cyberharcèlement était un échec énorme pour les GAFA parce qu'ils n'ont pas réussi à lutter efficacement contre ça parce que je pense qu'ils utilisent tout simplement la mauvaise technologie. Il faut une technologie et c'est nécessaire qui analyse au moins les contextes. Je veux dire la plupart des technologies actuellement tout simple, même un tweet, si quelqu'un va dire t'as raison, c'est vraiment un connard, ça, du machine learning aura tendance à dire que c'est un contenu haineux, alors que pas du tout. D'où l'importance de vraiment proposer une technologie qui analyse le contexte pour faire le moins d'erreurs possible. Ok. Et en fait, là, tu es en train de faire référence à peut-être la déclaration de Lex Fridman, ouais, qui est quand même une pointure en termes de machine learning. Lex Fridman qui disait, en fait, c'était juste hier, donc on enregistre aujourd'hui, on est le 8 mars, et, Lex Fridman hier, ça m'a fait penser à toi parce qu'on avait déjà prévu notre entretien, a dit AI based filtering of tweets is one of the most difficult and important technical challenge in AI. It requires us to teach machine about fairness, context and free speech. Donc, en gros, concrètement, il est en train de dire que c'est juste l'enfer, le traitement du langage, parce que il faut qu'on soit fair dans la décision, comment est-ce qu'on dit, qu'on fasse un arbitrage dans la décision, Ouais, équitable, ouais, tout à équitable dans fait. la décision, qu'on prenne en compte le contexte et qu'en plus on n'atteigne pas la liberté de la parole. C'est vrai que éthiquement c'est compliqué, techniquement c'est c'est aussi compliqué. Donc bah, félicitations, tu arrives à faire quelque chose qui est considéré par des masters comme Lex Fridman comme quelque chose d'ultra complexe. Et il en discutait justement avec Jack Dorsey, donc le CEO de Twitter effectivement hier, donc c'est assez impressionnant de voir que ben, la toile rebondit et s'aligne derrière ses besoins. Pour revenir plus concrètement à ce que tu fais, toi tu Java, Python, PHP, euh, Alors, Shell. alors le moteur de, le moteur de règles, en fait, j'appelle ça un moteur de règles, mais j'aurais tendance à dire que c'est plus une plateforme de NLP finalement. Et un peu comme la déclaration de la personne dont tu viens de Lex parler, Friedman, ouais. d'Alex Friedman, de Lex Friedman, pardon, qui disait que justement on a besoin d'apprendre à la machine. Et ça c'est quelque chose d'important parce que le terme apprendre finalement est super important. Et il y a un apprentissage humain qui est nécessaire et qui prend des nombreuses années. Et c'est justement le travail que j'ai fait depuis de nombreuses années pour apprendre à la machine les contextes, le côté faire, tout ça. Et donc pour mon moteur de règles, il est en effet codé en Java. Mon backend est composé tout simplement de PHP et de MySQL. Après, on utilise du Python pour le pré-processing et pour mon modèle de deep learning. Mais c'est vrai que j'utilise des technologies qui sont quand même assez safe, assez anciennes, mais qui ont fait leurs preuves. Et Docker? Tu utilises du Docker? J'utilise Docker pour mes serveurs, oui, tout est sur du Docker. Et bientôt Et, tu vas faire du Kubernetes, comme tout le monde, non? Et voilà, ça tombe bien parce que j'ai reçu la newsletter d'OVH parce que je fais partie du programme OVH DLP. Donc c'est le programme pour les startups d'OVH où ils mettent à disposition des conseils, une infrastructure aux startups. Et c'est vrai qu'en effet j'ai vu la newsletter de Kubernetes, mais enfin pour être honnête, pour le moment mes serveurs vont très bien. Je n'ai pas forcément besoin pour le moment de Kubernetes, même si on va devoir y passer dans les prochains mois. Peut-être, on verra. C'est intéressant. Pour revenir à ta plateforme, tu parlais un peu des performances, des plateformes que tu supportes. Tu m'as dit Twitter, YouTube, Twitch, Mixer. Globalement, ça représente combien d'utilisateurs? Alors là, actuellement, l'application Bodyguard, elle a, attends, j'ai vérifié ce matin, là on est à peu près à 23 000 utilisateurs, 23 000 comptes protégés. Euh, Ça, c'est le côté direct, hein, c'est le nombre de personnes qui sont connectées, qui ont téléchargé, qui sont connectées à l'application.
Indirectement, si on cumule le nombre d'abonnés de chaque utilisateur, parce que finalement on les protège eux aussi de contenu haineux, on est sur du 52 millions de personnes protégées en cumulé. Et combien de contenu t'as supprimé? Ça fait quoi, 2 ans que t'as démarré tu vas... Ça fait 1 an et demi que l'application est disponible. On a supprimé plus de 1,3 million de contenus haineux. Quand je dis on, c'est bien sûr la technologie, hein, c'est pas, C'est pas c'est pas toi. moi à Ouais, la non, main. je te vois mal cliquer pendant 1 an et demi. Ça fait quand Ah même ouais, non, beaucoup c'est là. long, c'est long. 1,3 million, c'est long. C'est ultra impressionnant. Quand je vois tous ces contenus haineux, je me dis c'est quand même assez compliqué. Comment fonctionnent les autres plateformes? J'imagine qu'il y a des modérateurs humains. C'est aujourd'hui la manière la plus fiable de modérer. Euh, Comment ça fonctionne? Et puis quel est l'état d'esprit des gens qui modèrent et qui voient toutes ces insultes aujourd'hui? Alors en fait finalement tu mets le doigt sur un bon problème, c'est que le problème du modèle de modération tel qu'il est actuellement, c'est qu'on utilise une modération humaine qui intervient sur la base des contenus signalés par les utilisateurs. Donc soit il n'y a pas d'intervention, soit il y a une intervention tardive dans le sens où le mal est déjà fait. Finalement le problème de toutes les plateformes actuellement, c'est que le modèle de modération est un modèle de modération curatif. On soigne une fois que le mal est fait. Là où l'idée de Bodyguard, c'est vraiment de proposer un modèle préventif. C'est-à-dire que les utilisateurs ne voient même pas les contenus haineux, il n'y aura même pas besoin de soigner, il n'y a même pas besoin de soigner parce que nos utilisateurs, dans le cadre de Bodyguard, ne les voient même pas. Et alors, ça me fait penser parce que j'entendais Mounir parler de ton application. Euh, Mounir Majoubi, donc comment est-ce qu'on va dire, le conseiller, je sais pas Le, comment, le, le le secrétaire secrétaire d'État au d'État numérique, au mais numérique, on va le on dire comme peut ça. l'appeler Monsieur le Ministre aussi. Monsieur le ministre du numérique. On peut dire que c'est un ministre. Donc j'entendais Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique, qui en fait parlait de ton application. Je sais plus si c'était à la télé ou à la radio, peut-être les deux même, je me souviens plus trop, et qui disait que ton application même elle protégeait, on pouvait venir voir en fait ce qui avait été dit, mais qu'elle te prévenait en amont en disant attention, tu t'apprêtes à voir des choses que tu n'as pas envie de voir. C'est assez marrant comme... Ouais, il était content parce que finalement j'ai fait une application qui a été conçue pour ne pas être lancée. C'est assez paradoxal, mais j'ai fait une application qui, au moins mes utilisateurs voient ce qui est supprimé, plus je suis content finalement. Donc je leur demande presque de pas lancer l'application. C'est très paradoxal. C'est hyper paradoxal et en même temps, tu as une croissance assez importante. Tu me racontais offline. Ouais, ouais, il y a quand même une grosse croissance avec les événements récents. Là, on a rien que sur le mois de février, on a fait plus 6000 utilisateurs, alors que normalement on est à plus 2500, 3000 par mois. Donc là, on a une forte croissance. C'est à la fois super pour nous, mais à la fois triste sur l'état de la haine sur les réseaux sociaux en ce moment. Là, tu me parles de tes chiffres là. Tu m'as montré juste avant. C'était assez intéressant. Tous tes chiffres là, tes dashboards, tu les as en live parce que tu utilises un produit OVH qui s'appelle Metrix, où tu pousses tes points. Et tu fais même, alors normalement c'est fait pour monitorer les infras, donc tu me montrais que tu monitorais tes infras, mais tu monitores aussi tes KPI, on va dire ça, tes nombres d'utilisateurs, le nombre de streams, tout ça. Ouais, tout à fait. Je monitore vraiment chaque data, chaque donnée, toutes les minutes. J'ai mes stats, on va dire, en temps réel avec le nombre de contenus analysés, le nombre d'erreurs, nombre de contenus haineux, le nombre de personnes qu'on protège actuellement en live, le nombre de viewers sur les lives qu'on protège. Enfin, c'est quand même assez poussé et c'est super intéressant de voir. Un autre exemple, on protège Bilal Hassani, le représentant de la France à l'Eurovision, et on s'est rendu compte que au moment de sa victoire, il y a eu un pic de haine sur Twitter qui est vraiment visible sur nos données. Donc c'est quand même fou. Mais qui n'était pas associé à son compte. C'était en règle générale, l'ambiance sur les réseaux sociaux avait une tendance à la haine, c'est ça? Exactement, c'est parce que moi Bodyguard le protège uniquement sur YouTube pour le moment et c'était finalement une haine, une ambiance, c'est vrai, tu as bien résumé le truc, une ambiance générale sur Twitter. T'es le baromètre de la haine, le baromètre du cyberharcèlement en fait. Tout à fait, ouais. Après, si tu veux il faut savoir qu'à peu près un contenu sur 10 est haineux, hein. C'est quand même incroyable de se dire qu'un commentaire sur 10 est haineux sur Internet. Ouais, effectivement, c'est assez dérangeant. Et si tu veux savoir, dans le cadre de Bilal Hassani, c'est en moyenne 4,5 commentaires sur 10 qui sont haineux, donc 45% de haine, ce qui est énorme. Et quand je te dis haineux, c'est pas du simplement t'es moche, hein, c'est des choses qui sont très très pénalement répréhensibles. Ouais. Qui sont un peu plus violentes.
Et je pense qu'aujourd'hui, il est en train d'entamer des démarches sur le sujet. Ouais. Il me semble qu'il avait en tout cas dit qu'il allait entamer des démarches sur le sujet. Je pense qu'on est arrivé à peu près au bout de l'entretien. Charles, c'était un plaisir de t'avoir. Une techno hyper intéressante. Tu me disais en off que bon, tu peux pas me donner tous les détails. J'en suis un peu triste parce que les résultats m'impressionnent et j'aurais aimé aller un petit peu plus dans le détail. Mais tu ne peux pas. Je le comprends, je le comprends. Bah, en tout cas, merci à toi de m'avoir reçu. C'était super. J'adore échanger avec des personnes smart. Ah, oh là là. Merci, c'est gentil. Toi, tu veux que je fasse de la promotion de du podcast, hein. Tu vas mettre mon lien en description pour télécharger Mais l'appli. oui, toujours. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Charles? Où est-ce qu'on peut te suivre? Bah alors vous pouvez aller sur le site internet de Bodyguard qui est bodyguard.ai et sur les réseaux sociaux c'est bodyguard underscore du 8 app A2P comme application. Ok. Je t'ai vu particulièrement actif avec ce compte-là, où dès qu'il y a quelque chose d'haineux sur Internet, tu réagis en mettant un biceps, qui est un peu ton logo. C'est assez marrant. Ah oui, c'est la marque de C'est la marque de fabrique. fabrique. Elle a l'air d'être pas mal reprise. C'est super. Charles, j'étais super heureux de t'avoir et puis j'espère qu'on se reparlera prochainement à l'ouverture peut-être Bah de même. de nouvelles plateformes, j'en sais rien. On verra. Ah bah j'espère. J'espère qu'on se reparlera. Merci. Pour Instagram peut-être, on sait Ah pas. d'accord. Ah, le teasing. Je dis ça, je dis rien. C'est dit. Merci beaucoup Charles. Excellente journée. Bye. Merci à toi Jean-Louis. Salut.